On continue. Ouais. On continue pas avec n'importe qui puisque c'est notre invité de la semaine qui va être avec nous tout de suite. C'est monsieur Evan Fournier. C'est tout de suite. Et ce soir, on a une star internationale de sa discipline, on peut applaudir. Oh là là, ça fait plaisir, évoluant en NBA depuis de nombreuses années. Salut Evan. Bonsoir, ça va bien? Salut. Honnêtement, c'est un plaisir de t'avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Evan Fournier joue aux Knicks de New York. Et t'as profité justement d'être à Paris pour les vacances pour nous faire un petit coucou. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon, après, je suis sur Paris pour un moment, parce que bon, c'est... T'es venu pour ça, Evan. Exactement, excuse-moi. Non, je rigole, non, mais vraiment, merci, honnêtement, ça fait trop plaisir que tu sois passé. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Alors, si jamais, donc, Evan, 29 ans, actuellement au Knicks, passé par les Celtics, Orlando, les Nuggets de Denver, 79 sélections avec l'équipe de France. Déjà, honnêtement, juste bravo. C'est quand même un parcours ouf. On a retrouvé une photo de l'époque où tu avais 15 ans. Est-ce que, à cet âge, le Evan, là, à 15 ans, tu t'imaginais ça? Tu le rêvais, quoi? Je rêvais même plus, pour être honnête. Ok. Ouais, pour être honnête. Ouais, je pense que quand tu vises une carrière pro, tu t'imagines forcément avoir le plus de réussite possible. Tout gagner, champion NBA, champion olympique, champion du monde, etc. Donc, ouais, je dirais que déjà, dès gamin, j'avais vraiment ce rêve-là. Ouais. Ouais, la culture, après, pour arriver là, c'est clair que c'est aussi une culture de la gagne où tu Très peux pas te dire juste... bon, on va voir comment ça continue. Sur la photo, tu dégages de la confiance en toi, je trouve. Tu trouves? Ouais, t'as un petit regard sûr de toi, je trouve. Ok. Mais écoute, ouais, c'est gentil, mais c'est vrai que... en fait, j'ai eu la chance de naître dans une famille de sportifs, donc avec des parents qui avaient beaucoup d'expérience dans le milieu déjà. Donc forcément, ça m'a donné un petit plus et j'avais un regard, je dirais, différent peut-être des gens qui connaissent pas trop le sport sur la façon dont on se comporte en tant que professionnel. D'accord. Evan, je suis désolé de te couper, excuse-moi. On a juste un souci de son, parce que du coup, on ne t'entend pas à l'heure actuelle. Non, mais t'inquiète, c'était juste le temps qu'on active. Ah mince. Je vais enlever la veste. Si je parle comme ça va ou pas? Ouais, non, oh non, attends, c'est... tu vas nous prendre pour des ploucs, Evan. Je t'assure que d'habitude, ça se passe mieux. Je suis vraiment désolé pour ça. Je pense que c'est peut-être juste la veste, excuse-nous. Hein. Après, ici, c'est ambiance... On est relax. Mais... Ma veste est trop belle, en fait, c'est ça le problème. Mais ouais, parce qu'en vrai... c'est vrai que t'as dégainé sur un t-shirt tout aussi beau, monsieur. Hein. Mais Evan, on va en parler. Il y a un vrai attrait quand même pour le flow, le drip. On sent que... Petit Nike athlète, là, je suis désolé. C'est stylé, hein. Moi, j'ai un Nike qui n'a pas écrit athlète. C'est vrai que ça peut faire la diff. Vous allez nous dire justement en régie si c'est bon. Ça marche là ou pas? Est-ce qu'on est bon? On est bon? Ça a l'air de fonctionner. Allez. C'était la veste le problème, tu vois. Putain, mais désolé de te la faire enlever. Elle est sublime, ça marche parfaitement. Je suis désolé, Marie, donc du coup, tu posais cette question. Oui, non, la question de la free agency Le mercato olympique, tu disais. qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Toi, comment tu l'as vécu? Et tu disais du coup que tu ne voulais pas entendre parler de Ouais, NBA moi je voulais pendant pas les du tout JO. entendre parler parce que je voulais être concentré sur ma compétition. J'avais raté les JO de Rio déjà. J'avais pas fait Londres parce que c'était ma draft. Donc là, c'était mes premiers Jeux Olympiques. Avec une très bonne équipe, je voulais vraiment m'investir pleinement sur ça. Et donc, je lui ai dit, écoute, quand je me réveille, tu me réveilles pas dans la nuit, tu m'appelles pas. Quand je me réveille, parce que le match était à 20h, et donc je me suis réveillé vers 8h30. Et c'est là où mon agent m'a présenté les options. Et c'est là que j'ai pris 30 minutes pour un peu me poser, réfléchir. Et là, j'ai pris ma décision. Mais ouais, je pense que c'est important d'être investi pleinement. C'est là où, quand tu mélanges un petit peu les sujets, c'est là où ton énergie, elle est ailleurs. Et moi, je voulais pas ça. C'était clair et net pour parler un peu de justement aussi de l'équipe de France. J'ai cru comprendre en ce moment là, t'es de retour à l'INSEP justement ouais. pour t'entraîner là. Tu vas tous les jours, c'est ça? J'y vais tous les jours, j'y vais tous les matins. Je fais séance en gros physique, musculation et après j'enchaîne avec le basket. Ça te rappelle de bons souvenirs parce que c'est vrai que tu as été, je sais pas si à tes 15 ans tu y étais. La photo c'était quand j'étais C'était à l'INSEP, ouais, justement. Ouais, j'étais de mes 15 ans à 17 ans, donc j'ai fait deux ans là-bas, mais écoute, c'est là où j'ai rencontré ma femme, mes parents y étaient en tant qu'athlètes, j'y ai beaucoup traîné parce que mon père était entraîneur aussi du coup, donc ouais, l'INSEP c'est la maison. Ouais, même du Rudy Gobert avec qui t'es toujours en équipe aussi, qui t'étais là-bas. Il y a bientôt, là c'est en septembre si je dis pas de bêtises, l'Eurobasket. 1er septembre, c'est ça. 1er septembre, donc dans une centaine de jours. Comment on le sent? Est-ce que déjà tu vas participer? Parce que c'est vrai que... Oui, je participe, oui, bien sûr. On a une belle équipe, on sort une compétition où on finit vice-champion olympique quand même. Ouais. Donc c'est l'occasion d'enfoncer le clou, de montrer qu'on est une équipe dominante et de continuer de ramasser des trophées. Ouais, parce que ça c'est pour l'Euro. Il y a forcément aussi en ligne de mire les JO, on en parlait, Paris en plus 2024. Est-ce que cette fois-ci ça va aller taper l'or
C'est l'objectif. Mais écoute, si pour être transparent avec toi, en vrai, ça me gonfle qu'on parle de Paris tout le temps. En vrai. Ouais. Parce que C'est trop loin, c'est quoi? Il y a d'autres trucs? Non, c'est trop loin en vrai. Ouais, c'est ça. C'est trop loin, c'est dans 3 ans, il y a d'autres compétitions, il y a d'autres choses à faire. Et puis, à mes yeux, c'est pas parce que c'est à Paris que ça a plus de valeur, ça reste des Jeux Olympiques. Ok. Mais que ce soit à Tokyo, que ce soit à Rio, que ce soit à Le Paris. côté à domicile, ça enflamme pas un peu le truc pour toi? C'est cool de jouer devant sa famille, mais c'est aussi un piège. Ouais. Les équipes gagnent rarement chez elles. Donc, c'est normal que les fans français soient excités et que tout le monde soit content et qu'il y ait les JO à la maison. Mais en vrai, pour nous, les athlètes, tu vois... Il y a tellement d'échéances aussi avant que toi, bien sûr. t'es en mode déjà, là, dans 2 mois, t'as ça. J'ai vu que ça avait été aussi une question, ça va peut-être te saouler aussi. Je te Non, le dis. t'inquiète. Mais Embiid, le sujet justement, Joel Embiid, donc du coup, qui est camerounais, ça avait parlé, est-ce que justement il fallait ou non le naturaliser dans l'équipe de France? À l'époque, je crois que tu avais dit justement que tu étais plutôt contre. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Non, mais en fait, le réel problème, c'est la façon dont la FIBA, donc la FIBA, c'est un peu la FIFA pour le basket. Comment les règles sont mises en place. C'est-à-dire qu'il y a le droit à une naturalisation par équipe. Donc là, par exemple, l'Espagne est en train de faire des démarches pour prendre un Américain qui joue même pas en Espagne. On a vu ton tweet, justement, il y a 2 jours. J'ai trouvé ça marrant, mais bon, c'est juste qu'en fait, pour moi, le problème, c'est la règle. Après, toutes les équipes le font, tu vois. Toutes les équipes le font. C'est clair que Embiid, c'est un joueur exceptionnel. C'est sûrement le meilleur poste intérieur au monde. Donc forcément, quand un joueur veut jouer pour ton équipe, tu y réfléchis à 2 fois, c'est normal. Mais de toute façon, la question ne se pose pas maintenant parce que là, malheureusement pour lui, il est blessé, il va se faire opérer, donc quoi qu'il arrive, il ne pourra pas jouer avec nous quoi qu'il arrive cet été. Donc c'est une question qu'on se posera dans le futur. Et pour toi, le réel souci, c'est la règle en elle-même. Genre le fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément de rapport, lien, parenté, émotion, ou même d'avoir vécu, ou histoire, qui puissent représenter du coup un pays. Genre, ça va à ton sens, c'est ça qui est plus problématique. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que vraiment les joueurs qui portent le maillot de l'équipe nationale soient vraiment issus du système fédéral. Je pense que c'est la meilleure option. Après, comme je t'ai dit, le problème, c'est que la FIBA permet d'avoir une naturalisation par équipe. Ouais. Et donc, forcément, les équipes prennent... Par exemple, quand on joue la Slovénie, en demi-finale des Jeux Olympiques, leur meilleur intérieur, il s'appelle Tobey. C'est un Américain qu'ils ont recruté 2 mois avant. Et ils lui ont donné un chèque, ils lui ont donné un passeport. Oui, ça dénature le principe même au final des compétitions. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, surtout les compétitions nationales. C'est ça qui est dur sur un cas comme Embiid, c'est que c'est un peu du cas par cas. Il y a des joueurs, il y a des équipes où il y a une certaine histoire, il y a un certain passé commun. Il y a un joueur, par exemple, qui était américain, qui a joué il y a de nombreuses années pour l'équipe de France. Tariq Kirksey, sa femme était française, son fils était français, il a joué longtemps en France. Tu vois, c'est un peu du cas par cas, donc c'est pour ça que c'est une histoire qui est assez compliquée au final. Ok. Non, mais merci en tout cas pour les précisions. Même les gens se demandaient. Un truc qui est assez particulier avec toi et honnêtement appréciable, je trouve, dans le monde du sport et tout, c'est que t'hésites pas à prendre ton téléphone, à envoyer du tweet. On avait vu, on en a parlé là justement par rapport à la règle de la FIBA sur les Espagnols. Avec je crois que c'est le meneur de jeu, non? C'est ça, c'est un meneur de jeu. Ouais. J'ai plus le nom. Exactement. Est-ce que, on l'a vu, on parlait JO aussi par rapport aux handballeurs, où tu as voulu aussi défendre la cause, parce que c'est vrai que donc, du coup, c'est loin, c'est JO 2024, mais ça avait été annoncé donc, que les handballeurs allaient sûrement jouer à Lille, alors que, contrairement aux Coupes du Monde, etc., où c'est souvent dans un pays et ensuite ça va dans tous les stades, généralement les JO... Autre activité que par exemple le surf qui je crois sera à Tahiti, ça reste vraiment dans l'enceinte de la ville. Et c'est vrai que tu as voulu aussi prendre leur défense parce que tu te mets à leur place et tu as ce truc de ne pas garder ta langue dans la poche que je trouve aussi appréciable parce que ça humanise aussi les sportifs et... je trouve ça normal en vrai. J'aime pas du tout les gens qui ont, je dirais, un langage politiquement correct. Je trouve que ça dénature un peu l'intérêt même d'interviews et de conférences de presse. Donc quand il y a un sujet qui me tient à cœur, je m'exprime. J'essaie de pas froisser les gens non plus, mais j'essaie de dire ce qu'il y a à dire en étant respectueux. Quoi. Parce que ce soir, on a Ling qui vient de Lille qui... mais je t'en veux pas. Ça aurait pu être n'importe quelle autre ville dans ce week-end. Là, mais pour le coup, en plus, Lille, on a fait un ça, championnat d'Europe là-bas. Ouais, on a joué au stade de Geoffroy Guichard où ils ont vraiment mis ça en disposition basket.
pardon, excuse-moi. T'inquiète. Je m'étais dit. Geoffroy Guichard, je sais plus. Saint-Etienne. Saint-Etienne, ouais, je suis parti. T'inquiète, Je suis parti en live là. C'est normal, c'est normal. Et au final, c'était une compétition, c'était magique. C'était un de mes meilleurs souvenirs basket parce que j'ai jamais vu autant de monde dans une salle. C'est juste que là, on parle de Paris 2024, pas France 2024, quoi. Et donc, forcément, tu veux faire la compète à Paris, quoi. C'est normal. Non, c'est ça, c'était pas une idée d'offenser, juste pour préciser, parce que c'est vrai que les gens ont pu, certains Lillois, le prendre comme ça. Marie, tu voulais poser une question. J'ai une question justement sur le fait de rebondir quand tu parles de politiquement correct, etc. Dans le basket, il y a quand même une starification des athlètes, on le voit ne serait-ce que dans le public, mais aussi les athlètes qui ont des prises d'opposition, qui sont aussi individualisées, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment propre au basket ou est-ce que c'est plutôt à l'américaine? Et d'ailleurs, deuxième question, comment le français que tu es évolue aussi sur le continent? Est-ce que l'empreinte Tony Parker, elle est toujours présente dans les esprits? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, une nouvelle page qui s'écrit? Il y a beaucoup de questions là. Quatre questions. Alors, écoute, pour te répondre, l'empreinte des Français en NBA, en vrai, il y en a plusieurs. Parce que avant Tony et Boris, il y a eu Tariq Abdelouad, qui a sûrement été l'un des premiers Français à vraiment faire son trou en NBA et à jouer. Ensuite, il y a Tony et Boris qui sont arrivés. Ensuite, il y a plusieurs joueurs qui ont eu un impact. Ensuite, il y a eu Nico. Et après, Rudy, moi-même. Et puis là, il y a des plus jeunes. Et donc, en fait, de génération en génération, vraiment, il y a un vivier français qui arrive en NBA, qui arrive à faire ses preuves. Et donc, maintenant, je dirais qu'il y a un intérêt très fort des scouts NBA sur le championnat français pour les jeunes. Et ça se voit dans nos équipes de France, parce qu'on fait des résultats. Donc, en vrai, c'est un peu une tradition qui se perpétue, où on essaie vraiment de garder le basket français au plus haut niveau possible. Et par rapport aux médias américains, c'est un peu, comment dirais-je, la masse, les 3/4 des joueurs américains, je dirais, ils font vraiment attention à ce qu'ils disent en interview, parce qu'il y a beaucoup de médias training. On fait beaucoup de médias training. C'est des médias qui sont c'est des trainings qui sont obligatoires durant l'année. Okay. On n'a même pas le choix. Et donc, ils essaient de nous expliquer un petit peu, en gros, qu'il faut vraiment. Ce qu'il faut dire, quoi. Ça te fait chier ou... Pas trop déborder. Genre, est-ce que c'est ça transforme les joueurs en robinet d'eau tiède ou c'est... Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui, pour être honnête, ne sont pas à l'aise devant un micro de toute façon. Donc, ça les arrange. Ils n'ont pas forcément envie de se livrer, ce qui est compréhensible. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas fait pour tout le monde. En plus, aux États-Unis, tu sais, il y a match tous les 2 jours. Donc, il y a littéralement une caméra sur toi tous les jours, après entraînement, tous les jours après les matchs. Donc, en gros, franchement, des fois, à la fin, c'est un peu saoulant. Mais il y a des joueurs qui utilisent un peu leur plateforme, je dirais, comme je pense à un gars comme Draymond Green là, qui vient de créer son podcast. Il y a JJ Redick, où vraiment les mecs ils sont capables, juste avec Internet, de créer quelque chose de fort. Il suffit qu'ils soient un peu grande gueule comme Draymond et ils arrivent à vraiment faire du contenu intéressant. Les gens regardent et ça se met plus en plus. Moi, je trouve ça bien, perso. Et est-ce que c'est un truc, parce que je crois qu'il y a 3 ans, tu avais fait justement une série de vidéos YouTube, un peu vlog, justement, pour montrer aussi le quotidien, ce que c'était. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresse, justement, aussi, ce truc-là, de pouvoir prendre la parole un peu dans cette lignée que tu citais ou, Ouais, j'aime bien. En fait, j'aime bien parler de sujets un peu intéressants, sujets chauds, des topics qui font parler. Ça fait un moment maintenant qu'on réfléchit avec ma team comment mettre ça en place. On parlait pourquoi pas de faire un podcast. Donc je sais pas, c'est quelque chose dont on va continuer de réfléchir tranquillement. Les sujets chauds, genre sport ou alors parce que la manière dont tu le dis, j'ai l'impression, alors limite actu, société. Les sujets qui me tiennent à cœur, les sujets parce que bon, je vais pas me mettre à parler de politique non plus, j'y connais rien, tu vois. Mais ouais, s'il y a quelque chose qui me tient à cœur, en vrai, je pense que je serais capable d'en parler. Il suffit de juste bien formuler ce que tu dis, quoi. Très bien. Et ça, par exemple, les franchises, etc., laissent faire justement, ou alors c'est de la négociation, si jamais tu as envie de développer, que ce soit tes réseaux ou créer quelque chose. Question un peu curiosité, hein, je sais pas si... Écoute, moi pour l'instant, j'ai pas eu réellement de retour négatif sur, par exemple, la série de vlogs que j'ai fait. Au contraire, c'était très positif. Ouais. Après, c'est vrai que des fois... si tu dis quelque chose d'un petit peu chaud en conférence de presse, ils te disent bon, la prochaine fois fais gaffe, quand même, tu vois. Mais parce que, encore une fois, quand tu es dans une franchise comme les Knicks, t'es sous ce microscope tout le temps.
Et donc un tout petit truc peut devenir énorme. Et donc, c'est une telle institution et tous les propos peuvent être justement... donc, ils font vraiment attention. Ça spammait Twitch dans le chat justement, Evan sur Twitch, etc. si jamais... J'étais curieux de savoir via ton parcours, etc., un peu comment ça s'est passé aussi, ce moment où tu as pu rencontrer tes idoles. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a plus marqué, justement, un joueur, le moment où enfin tu as pu être à côté de lui ou autre, où ça a été un moment fort Ouais, il y a 2 joueurs où ça a été marquant, c'est Kobe Bryant et MJ. C'était les 2 là. Ouais, bah voilà, MJ. C'était sûr, vous avez déjà prévu le coup, bien joué. MJ, du coup, je l'ai rencontré, c'était une soirée à Paris pour son anniversaire, c'était à l'hôtel de ville. Et donc, après, c'était un dîner, j'ai eu la chance d'être invité par Nike pour cette soirée. J'ai pu le rencontrer, on a un petit peu parlé, c'était cool. Il connaissait mon nom, j'étais ouais, tu m'étonnes. il me connaît. Tu vois, c'est ça qui donc, joue. ouais, j'étais vraiment au début de ma carrière NBA, c'était que ma 2e année, je crois, donc ça remonte. Et puis ensuite, croisé pour la première fois sur le terrain Kobe Bryant, ça m'a fait quelque chose quand même. Okay. Ouais, parce que c'était vraiment, je dirais que j'ai commencé à regarder la NBA dans les années 2000, début 2000, donc 2002. Et c'était là où ils étaient vraiment sur une très grosse séquence avec les Lakers où ils ont gagné 3 titres de suite. Donc tu l'as regardé tout le temps en finale et je sais pas, de le voir là, ça m'a fait quelque chose. Ouais, c'est le passage justement à la réalité, Zach. Moi, je me posais une question parce que je suis pas un grand féru de basket, mais tu l'avais dit un petit peu plus tôt, vous jouez une fois tous les 2 jours. Enfin, il y a un match tous les 2 jours, plus ou moins, 82 matchs dans la saison, etc. Ce rythme, maintenant que toi, ça fait plusieurs années, tu es en NBA, etc. C'est pas super dur ou ça va, on s'adapte facilement, c'est ok, genre Non, l'adaptation, elle n'est pas facile. En fait, je dirais que c'est quand même vachement personnel. Moi, je suis arrivé à 19 ans en NBA. J'étais pas le plus costaud. J'étais arrivé, j'étais relativement maigrichon par rapport aux autres joueurs. Donc, il a vraiment fallu beaucoup bosser physiquement, prendre de la masse, prendre beaucoup de force pour pouvoir encaisser vraiment le rythme NBA. Après, maintenant, j'ai 29 ans. Ce qui est le plus dur, c'est plutôt tout le temps rentrer à 2h, 3h du matin chez soi, dans les chambres d'hôtel, tout ça. Je dirais que c'est ce qui est le plus dur maintenant. J'avais une question là-dessus. Je connais assez peu le basket aussi, mais je me demandais en termes de préparation physique, préparation mentale, une semaine que tu passais comme ça, combien d'heures d'entraînement, quel genre d'entraînement peut-être? Durant l'année ou là, en ce moment-là? Là, en ce moment, ouais. Là, Comment t'entretiens tout ça? En ce moment, je suis dans une période relativement calme. Ok. Là, pour l'instant, je fais 3 heures par jour, vraiment de physique, 3 heures par jour. Ok. Puis préparation mentale, là, sincèrement, j'en fais pas. Ouais. Là, c'est vraiment... Tu déconnectes un peu aussi, Avant les ça va être un peu vacances, ouais, quoi. complet, Avant les gros ouais. matchs, vous avez des choses comme ça ou pas? Encore une fois, c'est vraiment un Parce choix que ça dépend personnel. des sports après, ça dépend des gens. Parce que les clubs, les franchises NBA mettent quelqu'un en place. Ouais. Ils mettent souvent pas psychologues du sport, mais plutôt des préparateurs Ouais. pour t'aider. Mais je trouve que c'est quelque chose de tellement personnel que moi, j'ai pas envie de le faire avec un gars du club. Ok, J'ai envie de prendre mon gars, qui a aucun rapport, parce qu'au final, celui qui se fait payer. Ouais. Tu Tu vas faire un rapport sur. Bah, non, pas forcément, mais sur comment tu te sens et tout. quoi. Normalement, non, Ok. mais même tu sais qu'il bosse pour l'équipe. Donc Ouais. moi, en tout cas, c'est juste moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai mon gars de mon côté. Non, puis tu peux choisir quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, que tu connais bien. C'est ça, c'est moi qui fais la démarche C'est important. de bosser avec C'est toi. le plus important. Mais ouais, c'est très important. C'est principalement du travail de visualisation Ouais. et limite de méditation, j'ai envie de dire. Ouais, tu m'étonnes. À ton niveau, c'est, j'imagine, plus qu'important, surtout avec le rythme, c'est vrai, des joueurs NBA, c'est un délire. Peut-être pour finir, c'est vrai que j'ai vu, c'est un peu le running gag tous les ans avec 2K. Avec ta tête, c'est quand même fou. Alors je crois qu'entre-temps, ils avaient adapté et tout, mais c'est vrai que ça, c'est quand même un délire où ils n'arrivent pas à te modéliser. Si ça a été amélioré entre-temps, quand même. Non, alors écoute, je vais vous donner l'exclusivité. Voilà, ça, c'est la première année où ils m'ont vraiment massacré. Je crois que c'était en 2016. Là, c'est marteau burin. Là, hein. C'était en 2016. Et au final, j'ai trouvé ça tellement cool, tu vois. J'ai trouvé ça tellement cool que chaque année, en fait, Touquet se déplace et ils viennent avec leur camionnette. Dans leur camionnette, tu as je sais pas combien de caméras, ça fait 360. Et en gros, c'est là où ils te scannent, il faut que tu fasses des mouvements, toutes les expressions, tout ça. Je fais exprès de faire des Non, têtes trolls. justement, j'y vais pas. Ok. Comme ça, ils gardent ma tête.
Ok. Et à chaque fois, il me massacre. À chaque fois, il galère, il sort. Putain, il est pas venu. Et à chaque fois, en plus, le responsable de camp, il m'écrit, mais viens. Je dis, non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, vas-y, laissez comme ça, c'est bon. On va voir ce que vous mettez cette année. Ouais, etc., voilà, quoi. c'est un peu la surprise. Il t'envoie un petit tweet tapine que tu peux, où tu vas faire 70 000 likes. C'est ça, en gros, ouais. Le petit cadeau. Pour finir, si quand même, avec ce match de NBA en janvier, c'est Détroit contre Chicago. Ouais. Malheureusement. Ouais, j'ai vu un tweet où t'avais l'air deg. Bah ouais, mais en fait, faut savoir que donc avant la première année des Paris Games, j'étais à Orlando à l'époque, on avait fait un meeting avec Adam Silver, qui est donc le commissionneur de la NBA, genre le président en gros, celui qui prend les big décisions. Et il nous avait fait comprendre qu'il y aurait un match sur Paris. Et quand il dit ça, il me regarde. Moi, je me dis, pour moi. C'est comment, tu vois? C'est comment? Et au final, il me dit, ouais, écoute, je sais pas, on y travaille. Il se trouve que c'est l'équipe de Nico Batum qui est allée, Charlotte. Donc, j'étais content pour lui. Mais ouais, là, j'étais dégoûté, en fait, parce que j'attends. J'adorerais jouer contre Rudy. Mais bon, après, voilà, c'est normal que... Tout un calendrier organisé. Ouais, et tout, surtout qu'en plus, j'ai déjà fait un match à l'étranger avec Rudy, contre Rudy, pour le coup. Okay. C'était à Mexico City. Ok. Moins sexy. Ouais. Mais qu'à Paris, c'est vrai que pour l'histoire... Ouais, mais non, ce serait vraiment un rêve pour moi de jouer à Paris. Et ça, c'est tous les ans, du coup, on est d'accord Normalement, c'est tous les ans. Ouais, après, avec le Covid et tout, forcément. Normalement, c'est tous les ans. Ok, non mais écoute, en tout cas incroyable en vrai déjà de t'avoir là. C'est quoi qui est prévu? Donc du coup un peu vacances, toujours bien sûr un peu de sport et tout. L'échéance en septembre, c'est quand la rentrée de la NBA, parce que là c'est phase de playoff. La rentrée de la NBA, en vrai, les premiers matchs c'est fin octobre. Ok. Fin octobre, donc préparation souvent c'est un mois avant. Donc ce sera vraiment juste après ma... Ouais, tu vas enchaîner Eurobasket et ensuite... C'est ça. Ok, Ouais. bah écoute, honnêtement, on vous souhaite le meilleur justement pour l'Euro, quoi. Merci beaucoup. Merci Essayer d'aller le plus loin et merci beaucoup d'être venu, honnêtement. Merci, Ouais, merci pour l'invite. Merci les gars. Merci honnêtement, Merci. Evan, et puis je te laisse repartir si tu veux. Avec la veste. Avec la veste, honnêtement. Tu peux repartir avec, encore heureux. Allez, merci. Merci énormément, beaucoup. Evan. Ciao. Ciao. À la prochaine. Quel boss. Un petit prono, j'avoue, j'aurais pu. Un petit prono du vainqueur des playoffs? Un pronostic. Un prono Je veux dire Boston. Boston? Ouais. Oh, l'ancienne ville. L'ancien Celtics. Putain, on a loupé le check. Putain, moi, je fais le check où il y a ça. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais celui-là. Il était au quad? Ça va, mais Merde. j'ai senti qu'il y avait le truc, mais... Vous étiez pas en phase. c'est pas évident. la vie. C'est pas évident, Super cool, Evan. Le mec, il a un mood, il discute bien, calme et tout. Non, ça, Bah, tu sens qu'il a cette super. envie, tu vois, sur Twitter ou quoi, de juste pouvoir parler, de donner son avis sur les différents trucs. Et c'est vrai que ça avait un peu offusqué. Il s'en fout, il a pas peur de. Tu sais, à un moment, il parle de la FIBA et tout, il s'en fout, il dit ce qu'il pense et tout, c'est beau. Hein. Ouais. Franchement, c'est cool. Non, je trouve que c'est nécessaire, tu vois. Bah, Zach, toi aussi, tu consommes beaucoup de sport et tout. Et c'est vrai que ça soit les interviews ou quoi, au bout d'un moment, quand il y a que. Mais je crois que c'est justement le jeune, j'ai plus le nom exactement, Webiyama, je sais plus exactement le prononcer, mais un jeune français, justement, qui est aussi futur pépite, Wembanyama, pardon, qui lui aussi, je crois, je le voyais déjà en conférence de presse et tout. Il était déjà en place, déjà chaud. Futur crack, ça. Mais en même temps, parce que dans le sport, il y a déjà deux problèmes, si je peux en rapide, dans les interviews. C'est déjà le format télé, où c'est très rapide, très lent, t'as peu le temps de Il faut développer. la punch, quoi. On te coupe, c'est relou. Donc déjà, t'as ça qui est limitant. Et dans un second temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui soit sont pas habitués, veulent pas. Et donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est des robinets d'eau tiède. Les mecs, c'est pas intéressant. Pourquoi est-ce que dans le foot, à l'heure actuelle, ou en tout cas dans le sport, une des interviews les plus marquantes dont on te parle encore, c'est Samuel Eto'o, il y a 10 ans sur beIN Sport. Avec Ruiz, ouais. Quand il dit, j'ai dit à Guardiola que c'était pas un grand joueur. Parce que depuis 10 ans, il y en a pas eu d'autres spécialement folles, tu vois. Peut-être en anglophone, après, je dis pas, mais en tout cas en francophone, rien de bien marquant. Souvent, c'est pas super intéressant, c'est pas ouf. Et après, en plus, des fois, c'est détourné, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que l'interview, c'est tout un art. Et moi, je trouve que le plus gros problème dans ça, c'est le format télé. Franchement, le format télé, je pense qu'il fait que tu peux pas aller au bout des choses. Et c'est ce qu'il disait aussi, le fait que du coup, c'est très court et du coup, juste une petite phrase peut être reprise et ensuite sortie. Et c'est vrai que c'est ça. Quand tu joues au Knicks et au Madison... Genre avec la patate sur Popcorn, il est venu, il a pu, on l'a pas interrompu, il est là, s'il voulait dire 2 phrases de plus, on lui aurait pas dit non, tu vois, et ainsi de suite, donc ça collait, tu vois. Non mais clairement, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir Evan justement avec nous sur Popcorn.